Bonjour mes amis gestionnaires d'OBNL. Je sais que vous allez très bien aujourd'hui parce qu'on a un super contenu vidéo pour vous sur quelque chose qui revient à tous les mois minimum, les procès-verbaux puis les ordres du jour. Cette vidéo-là fait partie d'une série de 3 vidéos qu'on a fait sur les processus administratifs. Vous allez retrouver les autres capsules qui sont là, une sur les règlements généraux et les statuts, une autre sur les politiques administratives. Et celui-là sur le procès-verbal et l'ordre du jour. Pour parler de ces sujets tout à fait captivants, j'ai avec moi une spécialiste de la question, Lynn. Bonjour, je vous présente Lynn Major. Bonjour Stéphane. Lynn, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je suis Lynn Major de Service Pelletier-Gosselin. Donc, on est une entreprise qui gère 17 associations à but non lucratif. En fait, on offre un service de secrétariat partagé pour des organisations, associations professionnelles au BNL. Lynn, les procès-verbaux, les ordres du jour, ça revient à tous les conseils d'administration. Oui. Puis on s'entend qu'un conseil d'administration et un OBNL, ça va ensemble. C'est indéniable. Donc, c'est quelque chose qui est au centre des activités d'à peu près tous les gestionnaires d'OBNL avec lesquels on travaille. C'est quelque chose, c'est un processus, c'est un outil qui, dans certains cas, c'est un outil qui est mal utilisé, c'est un outil qu'on ne sait pas très bien comment utiliser. C'est peut-être un mal nécessaire aussi. J'aimerais ça qu'on couvre plusieurs points aujourd'hui pour essayer de le rendre plus efficace, mais aussi de comprendre son utilité. De comprendre son utilité aussi, puis de voir que quelque chose qui, pour certains, c'est une douleur, là, c'est un pain, comme on dit en anglais, mais en réalité, c'est peut-être quelque chose qui va leur sauver les fesses plus tard. Peut-être, on va commencer avec l'ordre du jour, parce que c'est le préalable au conseil d'administration qui amène le procès-verbal après, mais un bon ordre du jour, là, ça contient quoi? Un bon ordre du jour, ça contient plusieurs éléments qui vont servir à bien gérer la réunion. Donc, ça veut dire, évidemment, adoption de du procès-verbal précédent, constater le quorum et plusieurs éléments là qu'on va avoir vus au cours. En fait, on reprend certains points statutaires du procès-verbal, mais on arrive avec l'ordre du jour ou des points qu'on s'ajoute. Donc, il y a toujours le rapport du président, le rapport du trésorier. Souvent, on va avoir le rapport du secrétaire aussi, mais après ça, il y a des comités. Il ne faut pas que ça soit trop lourd, un ordre du jour, parce que sinon, ça fait des interminables réunions. Il faut juste s'assurer que les sujets qui sont là pour atteindre un objectif, donc d'arriver avec des actions à mettre en place par la suite, là, après la réunion, là, que chacun reparte avec des devoirs puis sache qu'est-ce qu'ils ont à faire au niveau de l'organisation. Je pense que c'est important aussi d'avoir un ordre du jour qui est relié à l'efficacité de la rencontre aussi. Tout à fait. Si on est mal préparé avant ou si nos sujets vont s'éterniser, bien, tu as beau avoir le meilleur ordre du jour, il y a aussi une question d'animation de rencontre, si on veut aussi, pour rendre tout ça efficace. Est-ce que dans tes ordres du jour avec lesquels tu travailles, il y a des choses qui sont obligatoires automatiquement ou ça va varier d'un client à l'autre ou d'une organisation à l'autre? Bien, chacun a sa couleur, mais essentiellement, ce qu'on y retrouve, c'est notamment beaucoup de résolutions. Dans l'ordre du jour, en fait, il faut prévoir les résolutions qu'on va faire pendant la réunion, c'est-à-dire au niveau des finances. Donc, c'est sûr que la trésorerie, c'est indéniable, il faut toujours que ça soit à l'ordre du jour. Le bon fonctionnement de l'organisation aussi, faire la mise à jour. Les affaires découlantes de la dernière réunion, pour s'assurer des suivis, c'est la meilleure façon d'assurer le suivi, c'est de revenir avec les items à suivre qu'on avait mis dans le procès-verbal. Et également le VARIA, et bien, on en reparlera peut-être plus tard, mais là, de plus en plus, on entend le huis clos qui revient. Donc, c'est deux éléments que j'aimerais qu'on parle, le VARIA et le huis clos. On peut peut-être commencer avec le VARIA. C'est-tu comme un tiroir dans la cuisine où on met tout ce qui traîne? C'est pas un fourre-tout, le VARIA. Non, c'est pas un fourre-tout, le VARIA. Bien, le VARIA, il sert à préparer ta prochaine réunion, en fait. Parce que des fois, on essaie autant que possible d'envoyer l'ordre du jour et le procès-verbal quelques temps avant pour que tous les membres du conseil d'administration puissent prendre le temps d'en prendre connaissance. Mais essentiellement, dans le VARIA, c'est qu'on va mettre des items pour annoncer la prochaine réunion. En fait, on va dire, moi, j'aimerais, sous l'item VARIA, parler de tel truc.
Donc, mais on n'y met pas les urgences. Il faut avoir des mécanismes au sein de l'organisation pour gérer les urgences, pour pas avoir à les gérer en réunion. Parce qu'il y a des organisations qui ont des réunions aux 6 semaines, aux 2 mois. Il y en a qui les ont à tous les mois. Donc, on peut pas attendre d'être en réunion de CA pour régler des urgences et on les met surtout pas sous l'item varia. Donc, ce n'est pas un fourre-tout. C'est vraiment un élément qui nous permet de préparer la prochaine réunion ou de préparer une discussion pour certains éléments. Donc, c'est à ça qui sert ce système-là. Ben, je pense aussi, tu me corrigeras si je me trompe, c'est une organisation qui utilise le Varia comme fourre-tout, c'est une organisation qui est mal préparée avant ses rencontres. Bien, qui est mal préparée, mais surtout qui n'utilise pas ses autres outils pour gérer son organisation. Donc, Et le huis clos, lui? Le huis clos, j'en entends de plus en plus parler. Il y a 2 écoles de pensée. Il y a des gens qui sont pour le huis clos parce qu'effectivement, le huis clos, c'est un moment où les gens demandent à ce que les observateurs, les employés qui assistent aux réunions de conseil d'administration quittent la salle parce que les administrateurs veulent parler entre eux. Donc ça, c'est un élément qui est de plus en plus... et c'est un élément important. L'autre école de pensée, c'est que ça enlève la transparence. Donc, mais en même temps, il y a des choses si on veut parler du contrat du DG, bien, c'est normal que ça pourrait être en huis clos. Il y a des conseils d'administration qui le voient comme ça, là. Je te dirais que je l'ai, de mon côté, j'ai posé la question à quelques experts en gouvernance, dont un ou même 2 qui me disaient on devrait l'avoir obligatoirement. Ouais. Parce que la journée qu'on va en avoir besoin, ça va créer un problème. Mais quelqu'un qui ne l'a pas à l'ordre du jour, je dois rassurer les gens qu'on peut le demander. Oui, Quelqu'un peut demander le huis clos, oui. Mais effectivement, ce que je disais au début, c'est que je le vois de plus en plus à être là en permanence dans l'ordre du jour. Donc, on a l'item huis clos. Si on en a besoin, on s'en sert. Il est régi comme les autres, c'est-à-dire avec un appuyeur et un proposeur, un appuyeur. Et la fin du huis clos est aussi avec une résolution. On le gère pareil. Et puis, si on n'en a pas besoin, on dit qu'il n'y a rien à signaler ou on n'en a pas besoin du huis clos. Puis il reste à voir ce qu'on fait avec le PV du huis clos. Là, il y a différentes procédures qui sont possibles. Sur cette portion-là spécifique. Il y a des fois, c'est un petit résumé. Il y a des fois, il y a un autre PV qui est pas en annexe au PV, mais qui devient un peu un résumé. Donc ça, c'est le secrétaire habituellement qui garde ces informations-là. Puis, un ordre du jour efficace, tu as combien de points d'habitude? Ça varie entre, moi je vous dirais 8 à 12 points. Ça dépend comment est organisée l'association, l'organisme. En principe, il y en a qui en ont 20. Mais là, à ce moment-là, moi je suggère qu'on minute l'ordre du jour aussi, ouais. parce que sinon, là, il y a des points qui s'étirent. Et moi, j'ai comme pratique avec certains de mes clients de mettre aussi pour que les gens sachent d'avance l'item, est-ce qu'il est à décider ou c'est juste à titre d'information. Ça, c'est important parce que c'est juste à titre d'information. On fait juste donner l'information, on fait nos devoirs, après on revient puis on prend une décision à la prochaine réunion. Quand c'est à décider, bien là, les gens ils sont déjà... et ça évite aussi les absences de savoir est-ce qu'il y a à décider ou pas. Au niveau du quorum, c'est très aidant. C'est un élément qui demande une décision est importante. C'est important que tout le monde soit là. Ça te permet de gérer tes absences ou tes départs hâtifs. Exactement. S'il y a des gens qui doivent partir plus tôt, tu mets tes décisions au début. Si tu as des gens... Puis, c'est la responsabilité de qui, l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'est le secrétaire de l'association qui s'en occupe. Okay. Mais il peut très bien le déléguer soit à une firme ou à son directeur général ou à la direction générale à ce moment-là, qui peut très bien le mettre il le fait approuver. La direction générale peut élaborer l'ordre du jour puis le faire approuver par le secrétaire en poste, là. Quand je dis secrétaire, là, on s'entend, ça peut être un homme, une femme. Là. Oui, c'est le poste de secrétaire. C'est la fonction. Okay. Oui, c'est ça. C'est la fonction qui est Exactement. prévue dans les règlements généraux qu'on a vus dans notre autre capsule. Ouais. Tout ça nous amène à créer un procès-verbal de rencontre. Procès-verbal de rencontre, c'est à quoi ça sert un PV? Il me semble que j'en vérifie à chaque rencontre, puis il me semble que ça s'en va s'accumuler dans un cartable, puis ça prend poussière.
Oui, ça prend en poussière, c'est vrai, tu as raison, mais ça a une utilité dans le sens où en fait, c'est un document législatif, c'est un document légal, c'est une preuve d'une tenue de réunion et le procès-verbal peut être utilisé lors d'un procès ou autre. Donc, c'est très important de bien l'écrire, de bien le rédiger, d'y tenir toutes les résolutions qu'il faut. Moi, ça va arriver souvent, je vais dire aux clients, « Ah, il y a une dépense là. » Moi, je le mettrai en résolution, c'est très important parce qu'après ça, si quelqu'un conteste cette dépense-là, ben c'est tout le monde autour de la table qui était d'accord. Selon la avec politique ça. financière. Selon la politique financière établie. Mais dans le cas où il n'y aurait pas une politique financière, parce qu'on le sait très bien, on l'a vu dans l'autre capsule, c'est pas tout le monde qui a des politiques. Donc, ça serait important de bien documenter son procès-verbal. Le procès-verbal est un outil, mais surtout un document légal qui demeure, qui survit à une association qui se dissout. Parce qu'on les conserve, oui. On suggère de les envoyer aux Archives nationales. Donc, c'est un document qui reste tout au long, au-delà de la vie de l'association, puisque pourrait y avoir un recours ou autre, puis on pourrait avoir besoin d'y avoir accès. Oui, parce qu'on revient à ce qu'on disait à un autre moment. Les responsabilités légales des administrateurs sont importantes et la documentation qui vient avec aussi. Tout à fait. Je pense que la transparence des conseils d'administration aussi se doit d'être, de privilégier la tenue de bons procès-verbaux qui sont disponibles à l'ensemble du membership, puis même vont permettre, dans certains cas, à des employés ou un directeur général qui arrive en poste ou un gestionnaire ou même un administrateur d'être capable de comprendre l'esprit de ce qui s'est passé par le passé, puis d'être capable aussi de se baser là-dessus pour prendre les décisions futures. Mais j'apporterai un bémol, par contre, c'est pas tout le monde qui a accès aux procès-verbaux. Hein? Ce ne sont que les dirigeants qui sont en poste qui ont accès aux procès-verbaux. Donc, c'est quelque chose qui reste... moi, j'apporte ce bémol-là. Je l'ai lu, je l'ai vu depuis 20 ans. C'est un peu la pratique qu'on a de conserver aux dirigeants seulement la lecture. Et quelqu'un qui est observateur viendrait observer. On ne peut pas repartir avec le procès-verbal. OK, on s'entend là-dessus. Vous avez une méthodologie pour l'archivage des PV dans votre cas. Vous faites quoi exactement? Je pense que c'est assez exceptionnel. Là. Bien, l'archivage, en fait, moi, je suggère souvent de les archiver selon les années financières, donc de les regrouper selon les années financières. Et également, en fait, moi, je préconise beaucoup la mise en place d'un registre. Un registre. Un registre de résolution, un registre de la documentation. Donc aussi, ça permet, on pourrait à un moment donné en faire une autre capsule du registre de la documentation qui permet de voir toutes les politiques internes et tout ça, tout ce qui existe dans l'organisation. Mais le registre de résolution nous permet de faire le tour des PV rapidement, de toutes les résolutions qui se sont prises depuis le début de l'organisation jusqu'à présent. Donc, au lieu d'aller dans le sous-sol humide avec les petites bébites, là, ben, t'amènes beaucoup le terme de résolution, mais dans le restant, beaucoup de PV sont des verbatim, sont des prises de notes de ce qui s'est dit de par un tel, par l'autre. À quel point on garde le verbatim, puis à quel point ça devient important ou pas important ce qui est écrit? C'est important le verbatim parce que ça permet de comprendre. La plupart, moi, des procès-verbaux que je rédige pour les organisations qui sont chez nous ont en moyenne 5 pages. Donc, dans les résolutions... Pour un conseil d'administration de 3 heures? D'à peu près 3 heures, oui. Et il y en a qui parlent plus que d'autres. C'est juste d'arriver avec un résumé pour que quelqu'un qui, à un moment donné, a besoin de les consulter pour X raisons, puisse comprendre pourquoi la décision a été prise, dans quel contexte elle a été prise, et puis voir aussi... en fait, c'est l'historique, hein? C'est tout l'historique de l'association, le procès-verbal. Donc, c'est vraiment important de garder le verbatim. Moi, je suis très conservatrice donc, par rapport à ça. Ça fait partie de l'école de pensée où plus on en a, plus c'est efficace. Oui, effectivement, tout à fait. Donc, on encourage les secrétaires à en écrire un peu plus que passer. Un peu plus, oui. Mais toujours dans le but de conserver le contexte de la décision ou de la discussion qui est en lien. Ou de voir aussi ceux qui étaient conflictuels puis qui veulent se détacher de la décision qui n'est pas nécessairement un processus où tout le monde est en accord. Non, effectivement, ça peut être très aidant de voir. S'il y a des dissidences, il faut le noter dans le procès-verbal. On nomme pas nécessairement la personne dissidente, on peut respecter ça, mais il faut quand même dire qu'il y a une dissidence. Et si la personne est d'accord, on peut la nommer.
Ça reste quand même un côté humain qu'il faut tenir compte dans la rédaction du procès-verbal. Est-ce qu'avec tes quelques années d'expérience, tu as vu des changements sur la façon de faire les PV ou les ordres du jour? Non, pas tellement. Moi, je dirais que les gens sont assez conservateurs là-dessus, mais il y a des gens qui amènent des nouvelles façons de faire, de regrouper un peu plus les éléments, de concentrer un peu plus les ordres du jour sur tout ce qui est décisionnel au début de la réunion. Donc, c'est juste, mais c'est un mal nécessaire, l'ordre du jour puis le procès-verbal. Donc, c'est important qu'il demeure. On peut pas réinventer la roue sur des documents comme ça qui deviennent des documents légaux. Merci, Lynn. Très gentil de ta part. J'espère que ça vous a aidé. J'espère aussi que vous allez aimer nos autres contenus. Vous irez voir les autres capsules vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous revoir prochainement.